L'édition de la mi-journée sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Voici pour commencer les trois titres. Début hier en Côte d'Ivoire, dans la commune du Plateau, des travaux du Forum des inspections générales d'État d'Afrique. Rencontre présidée par le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné. Objectif, trouver des solutions pour relever les défis de l'organisation. New York, aux États-Unis, la première journée hier du sommet des Nations Unies sur la transformation de l'éducation. Rencontre en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU. La Côte d'Ivoire est représentée par sa ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. Enfin, l'Ouganda, fortement préoccupé, une épidémie d'Ebola s'est en effet déclarée dans le pays. Le Forum des inspections générales d'État d'Afrique s'est donc ouvert hier à l'auditorium de la primature dans la commune du Plateau. Les travaux s'achèvent aujourd'hui. Rencontre présidée par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Méliette Koné. Les participants réfléchissent et font des propositions concrètes en vue de relancer l'institut de formation de ce forum. Les explications de Alexis Ouedraogo. Le Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique FIGE est créé en 2006 à Djibouti pour répondre aux exigences d'une gouvernance efficace et inclusive en Afrique. Après ces années d'existence et de longs mois d'inactivité du fait de la Covid-19, ses membres sont à Abidjan pour réfléchir à la redynamisation de l'organisation. On fait des audits, mais c'est des éléments très spécialisés. Donc il faut des hommes compétents pour faire ce type de travail. Donc le FIGE a jugé nécessaire de créer un institut de formation pour former des spécialistes en audit, en investigation, en inspection, en contrôle interne. Notre objectif, c'est que le FIGE fonctionne correctement après cette réunion. Le FIGE veut accentuer le renforcement des capacités de ses membres à travers l'IFIGE, son institut de formation dans le siège d'Ayam-Sokro. Nous avons constaté que le système dans lequel nous travaillons est en train d'évoluer. Et pour l'accompagner, nous avons décidé lors de notre dernière Assemblée générale de revoir toute la stratégie de l'IFIGE pour l'adapter à nos besoins. C'est pour ça que nous avons chargé un comité qui a fait des propositions et qui travaille en étroite collaboration avec nous. Ces propositions seront examinées par le comité directeur d'IFIGE et seront soumises à la prochaine Assemblée générale pour pouvoir mettre en place un plan de relance et de redynamisation de l'IFIGE pour qu'il puisse répondre aux besoins de toutes les inspections générales d'État et des inspections assimilées. Représentant le chef de l'État, le vice-président Tiemoko Méliette Koné salue ce rendez-vous de la bonne gouvernance et dresse le tableau des actions et avancées de la Côte d'Ivoire dans ce secteur. Cet institut permettra de mettre à la disposition de nos États respectifs des ressources humaines compétentes. L'attente de cette noble ambition est indissociable avec la bonne gouvernance que nos États sont appelés à ériger en normes de gestion de l'action publique. Je puis donc vous assurer de tout l'intérêt que le président de la République accorde à vos travaux. Il formule, bien évidemment, le vœu que vos conclusions et recommandations contribuent à rendre davantage dynamique le Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique et son institut de formation. Le FIGE compte à ce jour 27 institutions et 21 pays. La rencontre se tient en prélude, notons-le, à son assemblée générale annoncée du 17 au 19 octobre prochain à Brazzaville. Direction New York, aux États-Unis, où se déroule la 77e Assemblée générale des Nations unies. En marge donc de cette rencontre, s'est ouvert hier le sommet sur la transformation de l'éducation. Au centre des travaux, l'accélération de l'agenda 2030. La Côte d'Ivoire est représentée par sa ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. Pour en parler, Michel Digré. L'ouverture officielle des travaux du sommet sur la transformation de l'éducation a été consacrée à la présentation des déclarations nationales d'engagement des chefs d'État et de gouvernement. À l'entame des travaux, la directrice générale de l'UNESCO a dégagé 3 axes prioritaires et qui devraient donner un nouveau visage à l'éducation. Notre rapport au vivant, à la planète,
la transformation numérique et enfin la paix. 3 thèmes qui sont centraux pour une éducation de notre temps et de demain. La paix, première condition pour dispenser une éducation de qualité. Un panel est dédié au sujet avec pour thème « Apprendre à vivre ensemble de manière durable ». La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a porté la voix de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte un peu plus de 29 millions d'habitants, avec plus de 70% de sa population qui a moins de 35 ans, avec une soixantaine d'ethnies, mais surtout avec au moins 25% de sa population qui est étrangère. Donc la Côte d'Ivoire est une terre d'asile, c'est une terre d'hospitalité. Et vous comprenez que la thématique que nous abordons aujourd'hui est importante pour nous, c'est le socle de la politique ivoirienne. Maria Toukone a partagé l'expérience du pays en matière de promotion de paix durable et de réconciliation par l'éducation. Tout ce qui concerne les activités socio-éducatives, sportives et culturelles, activités pour renforcer la cohésion sociale, pour renforcer la solidarité entre les Ivoiriens. Je peux citer les clubs de paix pour les élèves à l'école, ainsi que les clubs dans le cadre de l'initiative Amis des enfants, Amis des filles, pour l'apprentissage des valeurs démocratiques et du vivre ensemble. Et ça, c'est bien, vous êtes allé dans le concret, vous êtes allé dans ce que vous faites tous les jours. Et ça parle aux gens, quand toute personne qui est dans la salle ici et qui nous écoute aussi en ligne va pouvoir s'inspirer de l'exemple ivoirien pour aller implémenter. En marge des travaux, la ministre Maria Toukone a pris part à la célébration du 20e anniversaire du Partenariat mondial pour l'éducation. Depuis sa création en 2002, le GPE finance et soutient les changements durables dans le secteur de l'éducation. Retour en Côte d'Ivoire, des box abris pour les agents régulateurs des voies publiques dans le district d'Abidjan. Il s'agit d'infrastructures d'une capacité d'accueil de 2 à 3 policiers et également dotés de commodités. C'est un don du ministère des Transports soutenu par l'AMUGA, l'autorité de mobilité urbaine du Grand Abidjan. Pour en parler, Frédéric Oulaye et Abou Sanogo. De 6h à 20h, ils sont déployés sur le terrain en vue de réguler la circulation. Ces fonctionnaires de la police nationale dont les bureaux sont des carrefours sont le plus souvent confrontés à des problèmes d'abri en cas d'intempéries et de forte intensité du soleil, mais aussi par manque de latrines lors du service de régulation. Fort de cette situation, l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan a disposé des box en faveur de ses agents en charge de la circulation routière. Je ne peux que me réjouir de la synergie d'action entre toutes les administrations de nos 2 départements. La cérémonie de ce jour s'inscrit parfaitement dans cette approche. Je profite de cette opportunité pour féliciter et remercier l'AMUGA pour ce don de box. Doté d'une capacité d'accueil de 2 ou 3 places et de latrines, ces box visent à améliorer les conditions de travail des hommes et des femmes commis à la régulation de la circulation. Monsieur le ministre des Transports, je vous adresse, à vous et à vos collaborateurs, mes sincères remerciements pour cette belle initiative qui vise à améliorer les conditions de travail des policiers de la circulation. Le ministre des Transports, Amadou Kone, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondi, se sont félicités de leur collaboration. Conscient de l'impact économique des problèmes de transport, le gouvernement a entrepris des réformes visant à améliorer de façon durable le déplacement des populations. L'accompagnement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité est très précieux dans la mise en œuvre de toutes ces réformes. Étant des êtres humains à part entière, ils ressentent des besoins pendant leur service. Ils ne savent pas quel endroit fréquenter pour soulager ces besoins, somme toute naturels. Et vous avez compris qu'il faut venir en appui à ces agents de l'État qui œuvrent au quotidien pour améliorer la vie des uns et des autres. Ce projet porté par l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan va prendre en compte l'installation de 100 box aux différents carrefours du district d'Abidjan. Il est également accompagné par le conseil municipal de Cocody qui a abrité la cérémonie de remise.
Attention, le coronavirus court toujours, alors faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières. 5 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 87 036 cas confirmés de coronavirus, 86 164 personnes guéries, 822 décès et 50 cas actifs. Rappelons que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et entièrement gratuite en Côte d'Ivoire. Okrouyo, localité située dans la région sud-ouest du pays, 2 sages-femmes félicitées et récompensées après avoir fait accoucher récemment une femme dans des conditions difficiles. Nadège Bailly et Juliette Afoué-Kofi ont ainsi mis en pratique les consignes sanitaires d'urgence. Ces 2 héroïnes ont été reçues par Pierre Demba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le point dans ce reportage de Frédéric Oulaye et Abou Sanogo. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, les sages-femmes Nadège Bailly et Juliette Kofi reçoivent les félicitations de leur tutelle pour leur acte héroïque. Les faits remontent au samedi dernier à Okrouyo dans la région de la Nawa, en service au centre de santé urbain de Okrouyo. Ces agents ont porté assistance à une parturiente dans des conditions inhabituelles. Le samedi matin, aux environs de 5 heures, nous recevons Madame Bamogo Bibata. Nous l'avons reçue à 5h00. Nous l'avons référé à 5h40. Et comme c'est de coutume chez nous, en référant une dame, une sage-femme doit toujours monter dans l'ambulance jusqu'à le lieu d'évacuation. Donc sur la route, l'ambulance ne pouvait plus avancer. Elle m'a appelé. Ah, la femme a des contractions. Il se pourrait qu'elle puisse accoucher. Je dis, fais l'accouchement. Tout s'est bien passé. C'est cette publication sur les réseaux sociaux qui révèle, aux yeux de tous, l'acte des sages-femmes. Informée de la situation qualifiée d'acte héroïque, la tutelle a tenu à honorer la conscience professionnelle et l'engagement de ses agents de santé. Nous avons des sages-femmes. Mais au-delà des sages-femmes, nous avons des agents de santé tout court qui sont guidés et qui sont engagés pour travailler à la bonne santé des Ivoiriens. Le ministre m'a donc chargé de faire venir ces 2 sages-femmes et de leur adresser ses félicitations. De les féliciter pour ce qu'ils ont fait. Elles pouvaient ne pas respecter les consignes et mettre la femme dans une ambulance et dire transportez-la dans l'autre centre de santé. Qu'est-ce qui serait arrivé pendant le chemin où l'ambulance était embourbée? Cette femme n'aurait pas eu d'assistance et on ne pouvait pas savoir ce qui aurait pu arriver. Mais ces sages-femmes ont respecté les consignes du ministère qui consistent à référer les malades en les faisant accompagner par du personnel qualifié. Mérite est reconnu par le ministère. Pour ces sages-femmes, le défi est d'autant plus grand encore pour accomplir les devoirs de leur serment. Elles s'engagent donc résolument au service des populations. Le directeur du cabinet a, au nom du ministre Pierre Demba, invité l'ensemble du corps médical à plus de professionnalisme. Toujours au chapitre santé, la 3e édition de Médical Talent. Les participants à cette rencontre, notamment des chirurgiens ivoiriens et américains, ont partagé leurs expériences. Les travaux et échanges ont porté sur le traitement des maladies cardiovasculaires, dont l'arythmie. Les explications de Michel Mambo. 2 jours de partage d'expériences et de compétences autour des maladies liées au cœur. Ces chirurgiens venus de l'hôpital américain de Paris veulent prêter main forte à leurs collègues ivoiriens pour une meilleure prise en charge des pathologies telles que l'arythmie, cette anomalie qui affecte la fréquence cardiaque. Pathologie qui bien souvent oblige les patients à se rendre à l'étranger pour se soigner. Notre objectif, c'est de pouvoir dépister le maximum de patients pour éviter que ces patients
qui peuvent être asymptomatiques parce qu'on ne ressent pas forcément l'arythmie, on puisse leur éviter de faire ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral ou un cœur qui se fatigue, une insuffisance cardiaque. Notre objectif, c'est de les dépister pour pouvoir les traiter localement et rapidement. Et donc tout ça, l'objectif, c'est non seulement de traiter avec nos partenaires, mais en plus de pouvoir le faire assez rapidement pour éviter toutes les complications. Des soins à la pointe de la technologie et à coût relativement réduit. Pour les spécialistes ivoiriens, partenaires du programme Médical Talent, c'est une véritable aubaine. Nous sommes très contents de les recevoir parce que c'est vraiment un échange de compétences et cela est possible parce qu'aujourd'hui nous avons pu mettre le plateau technique à disposition. Donc pouvoir recevoir des compétences internationales, c'est le patient ivoirien qui est gagnant. Quand on a les facteurs de risque et qu'on a des arythmies qui peuvent donner des courtes maladies, si on les prend en charge correctement, notamment par un traitement et par ce qu'on appelle le défibrillateur automatique implantable, on ne fera plus de courtes maladies. Et donc je pense qu'il faut développer ce genre de pratique. Et l'hôpital américain va essayer de faire en sorte que ce type de pratique se développe ici. Et je pense que c'est une bonne chose. Pour cette 3e édition de Médical Talent consacrée aux maladies cardiovasculaires, plus de 15 patients ont bénéficié de consultations gratuites et d'interventions chirurgicales. La lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a signé récemment un partenariat avec la Chambre nationale des métiers. Il s'agit d'amener les artisans du secteur du froid à éviter les substances toxiques qui fragilisent bien sûr la couche d'ozone. Les explications de Davis Oyo et Jean Djadji. Le bromure de méthyle, les halons, les réfrigérants 502, autant de substances utilisées clandestinement par les artisans ivoiriens dans l'univers du froid. Des produits pourtant interdits depuis le 1er janvier 2010 du fait de leur effet néfaste sur la couche d'ozone. Pour intensifier la lutte, Jean-Luc Assis, ministre de l'Environnement et du Développement durable, signe un partenariat avec le président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. La convention de séjour sur l'utilisation de la nouvelle technologie de réfrigération et de climatisation correspond à l'un des axes de notre mandature qui concerne la responsabilité sociétale et plus précisément l'environnement et la gestion des déchets. En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays, les techniciens de froid sont en première ligne. Ils manipulent au quotidien les substances frigorifiques qui sont à la base de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Cette convention a donc pour objectif de définir un cadre de collaboration en matière de formation, de sensibilisation et d'assistance des artisans, entreprises artisanales et organisations professionnelles du froid, réfrigération et climatisation sur les technologies nouvelles. Pour l'heure, 4700 artisans ont bénéficié de formations dans l'utilisation des substances alternatives. Cette signature de partenariat vise à mettre fin définitivement à l'utilisation des substances toxiques d'ici à 2030. Il s'agit également de réussir le pari définitif de la reconstitution de la couche d'ozone, située entre le 11e et le 50e kilomètre au-dessus de la Terre. Dans l'actualité nationale également, la réunion annuelle du personnel de l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER. Cette rencontre s'est tenue il y a quelques jours à Kotobi, dans la région est du pays. Les échanges ont porté sur les retombées de la trêve sociale. Les précisions de Victorine Yao-Yoboué. Présents sur tout le territoire national, les agents de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, sont chargés de l'encadrement des agriculteurs. Ils constituent le maillon essentiel dans le processus de vulgarisation des nouvelles techniques culturelles. Ici, au centre de formation de Kotobi, des jeunes sont initiés à la culture hors sol. Il y a le premier cycle. Donc quand vous finissez le premier cycle, il faut faire l'entretien des lieux. Au niveau de la culture hors sol, nous dispensons ces formations à toutes les catégories de personnes, que ce soit des personnes, des agriculteurs de profession, ou bien que ce soit des personnes qui ont autre métier, soit des fonctionnaires, des commerçants, des personnes privées. En tout cas, tout le monde est le bienvenu pour faire cette formation-là.
Pour mieux exercer leur métier d'encadreur ou de formateur, les agents de l'ANADER ont souhaité de meilleures conditions de travail. Entre autres, une revalorisation salariale, la liquidation des arriérés des agents à la retraite, ainsi que l'apurement des primes d'entretien moto. Préoccupations auxquelles la Direction générale a commencé à apporter des solutions à travers la trêve sociale. La bonne nouvelle a été donnée aux agents de l'ANADER au cours de la réunion annuelle de leur syndicat, le MODACI, à Kotobi, dans la région du Morono. Le vœu des agents que la Direction générale poursuive ses efforts. Les arriérés ont été apurés jusqu'à 2020. Donc ça reste maintenant pour les retraités de 2021 et 2022. Donc nous avons demandé à la Direction générale de faire un effort pour pouvoir les apurer. On a demandé aussi que la Direction puisse faire un effort vraiment pour apurer ces entretiens arriérés moto qui durent depuis voire 2010. Les responsables syndicaux ont invité leurs collègues à plus d'abnégation dans l'encadrement des agriculteurs, car de cet encadrement dépend l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire et l'essor des productions de rente. Un mot à présent sur la 12e édition du festival du Zanzan. Ces réjouissances se sont déroulées à Bondoukou, dans la région nord-est du pays. Le festival du Zanzan fait la promotion du riche patrimoine culturel de cette région. C'est un reportage de Herman Niamien. 5 jours de festival, 5 jours d'exposition du riche patrimoine culturel du Gontougo et du Bunkani. La 12e édition du festival du Zanzan qui vise à promouvoir la culture et le potentiel de la région du Gontougo a tenu toutes ses promesses. De la présentation des costumes traditionnels, en passant par les prestations artistiques des différentes troupes de danse, les festivaliers venus de toutes les contrées du district du Zanzan et d'ailleurs en ont eu plein les yeux. Nous sommes satisfaits de la présence massive de la population et nous leur disons que l'année prochaine, à bonne date, nous serons encore présents. Par une convention signée le 23 décembre 2018, l'organisation du festival du Zanzan a été cédée au Conseil régional du Gontougo par le ministère de la Culture. Le défi de l'organisation et de la sauvegarde ainsi que de la valorisation du patrimoine régional a été relevé à travers la prestation de plus de 50 troupes de danse dans une ambiance festive. Le festival du Zanzan est le moyen par excellence de sensibiliser nos populations à l'importance de la préservation des richesses culturelles de notre pays, au fait de donner droit à la diversité culturelle et au dialogue des cultures en tant que fondement de la paix et de la cohésion sociale. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani, représentant le Premier ministre Jérôme Patrick Achi, parrain de la cérémonie, s'est réjoui de la forte mobilisation des populations, parmi lesquelles le roi des Brons, qui avait à ses côtés les chefs de province et des centaines de chefs de villages et de communautés. Nous avons été impressionnés par les prouesses de nos prêtres traditionnels qui ont fait preuve de grand talent et nous avons également apprécié toutes les danses qui se sont succédées. Et ce qui nous motive davantage, c'est la mobilisation de nos parents autour de ce festival et ça nous donne le courage de continuer. La 12e édition du festival a eu pour thème Festival du Zanzan, adjuvant de la sauvegarde du patrimoine culturel régional et de promotion d'un développement inclusif et solidaire. À présent, les activités du ministère du Tourisme. Le ministre Siandou Fofana a remis hier la feuille de route à 6 collaborateurs chargés des bureaux de l'extérieur. Il s'agit des directeurs des bureaux de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, du Canada, de la Chine, du Maroc et du Qatar. Ces responsables ont donc reçu un kit et des clés USB comportant des informations et supports promotionnels audiovisuels. Les explications de Patricia Etia. Les directeurs des bureaux du tourisme pour l'étranger sont prêts à prendre fonction. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, du Canada, de la Chine, du Maroc et du Qatar.
Objectif, promouvoir et repositionner la destination Côte d'Ivoire. Selon la mission qui nous a été confiée, c'est de vendre la destination Côte d'Ivoire, faire en sorte de labelliser la Côte d'Ivoire et faire en sorte qu'il y ait assez de visiteurs pour notre pays. Ces directeurs doivent contribuer à plus de 10% du PIB de l'économie nationale en captant plus de 5 millions de visiteurs étrangers. Nous attendons concrètement d'eux qui fassent bouger le tourisme sur le plan international. Nous attendons d'eux qui nous permettent d'atteindre les 5 millions de tourisme à l'horizon 2025. Nous attendons d'eux qui nous envoient des investisseurs. Le ministre du Tourisme, pour sa part, a invité les directeurs bureaux de ces 6 pays à travailler sous l'autorité de nos ambassadeurs, à capter l'intérêt des populations cibles et à vendre aux opérateurs économiques, aux prescripteurs et tour opérateurs les avantages à investir en Côte d'Ivoire. Il faut faire en sorte que notre destination soit connue. Il faut mettre en avant les atouts de notre destination. On devrait travailler à rechercher des moyens pour nous apporter des solutions. Au-delà des échanges, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, les a instruits aux bonnes pratiques des codes et de la déontologie en ambassade. Il les a exhortés à opérer un travail de veille stratégique, notamment en matière de pratiques promotionnelles de l'industrie touristique. Des réjouissances à Takikro, village situé dans la région nord-est du pays. Les populations ont assisté à l'intronisation du chef Nanan Kwame Koumar. Les temps forts de cette célébration avec Herman Niamia. Aussitôt installé dans son siège de commandement par les gardiens de la tradition, Nanan Kwame Koumar reçoit des mains du ministre-gouverneur du district autonome d'Izanzan son arrêté de nomination en tant que chef de Takikro, village de la sous-préfecture de Tienkwakro dans le département de Kounfaou. Cette intronisation a mobilisé des personnes venues de tous les départements et de la région du Gontougo. Nous profitons pour remercier le conseil des sages de la famille dont la sagesse a prévalu pour que nous soyons ici ce jour. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Izanzan, patron de la cérémonie, a félicité le chef nouvellement intronisé pour sa nouvelle responsabilité. Dr Touré Suleiman a insisté sur l'importance pour les populations de soutenir les chefs traditionnels qui sont selon lui les garants de nos us et coutumes. Fils du Gontougo, si nous n'adorons pas nos fétiches, entre guillemets, que sont nos rois et chefs, personne ne le fera à notre place. C'est pour matérialiser cela que je suis aujourd'hui à Takikro pour fêter le chef. Le parrain de la cérémonie, le ministre du Tourisme et des Loisirs, a exhorté le chef de Takikro à entretenir l'unité entre les différentes communautés afin que la cohésion et la paix règnent au sein du village. Ça fait bientôt 6 ans que je suis au gouvernement. C'est grâce à vous. Et c'est à nous de vous faire le retour. Mais on ne peut vous faire le retour que quand on regarde derrière vous, on sait que vous nous suivez. Takikro, village frontalier au Ghana voisin, Nanan Kwame Koumar a donc reçu le soutien de plusieurs chefs traditionnels venus du Ghana à cette cérémonie d'intronisation. Où en est la coopération entre les pays africains et la Chine? Comment l'améliorer? Des questions au centre d'un panel organisé il y a quelques jours dans la commune de Cocody. C'est une initiative du Club des Amis de l'intégration africaine. Les explications de Prunel Assoumou et Franck Quadio. La réussite multisectorielle de la Chine comme un repère pour guider les élites futures. L'idée est débattue à travers un panel. Coopération Chine-Afrique, acquis d'un partenariat plus profitable à l'Afrique. L'initiative est du Club des Amis de l'intégration africaine, CAMINAF. Il est important pour nous de faire le diagnostic, de comprendre la réalité de cette relation et puis de voir aussi dans quelle mesure nous pouvons faire des propositions pour une amélioration de cette relation. Face au public constitué de jeunes leaders d'opinion et de jeunesse, entre autres, 4 experts rompus aux questions de développement, dont Manzan Kwame, invité spécial, et politologue. Il y a donc un besoin d'expliquer aux différents acteurs qui sont impliqués dans ces partenariats quelle est la nature réelle du partenariat, quels sont les avantages que l'Afrique peut tirer d'une coopération avec la Chine.
Des échanges jugés édifiants. Donc c'est un thème vraiment qui attire notre attention. Venez un peu éclairer notre lanterne pour plus de précision de cette coopération entre la Chine et l'Afrique. La coopération sino-africaine, mais aussi la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine, la COMINAF entend explorer toutes les questions brûlantes touchant au développement du continent. Des images à présent. Ebola de retour en Ouganda. Le ministère ougandais de la Santé a en effet annoncé la présence d'une épidémie de virus Ebola dans le pays. La maladie a provoqué la mort d'un homme dans la région centre, et cela 3 ans après le dernier décès recensé. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTI 1. Je vous retrouve demain, mercredi, avec beaucoup de plaisir.